chaîne de la diaspora congolaise. J'ai beaucoup de choses à dire, c'est vrai, parce que le livre, c'est quand même 458 pages. Ben, c'est pas facile hein, de résumer ça. Mais voilà, mon livre, mon ouvrage, ici, il y a 4 grandes parties. Alors, la première partie est consacrée aux principes fondamentaux. Je ne peux pas parler de la Constitution sans commencer à expliquer les rudiments, sinon c'est compliqué pour les non-juristes, et même pour les juristes, évidemment. Pour faire passer mon message, j'avais besoin de passer par là. Donc, la première partie est vraiment consacrée aux rudiments, aux notions de base de la Constitution. Qu'est-ce qu'une Constitution? Quelle est sa position dans la hiérarchie des normes? Pourquoi faut-il une juridiction spéciale pour une Constitution? Parce que c'est la seule norme qui a à ses côtés une juridiction spéciale. Comment révise-t-on une Constitution? Est-ce qu'on peut abroger une Constitution? Est-ce qu'on peut suspendre une Constitution? Et voilà. Ça, c'est la première partie du livre. Et la seconde partie, je l'ai intitulée RDC Curriculum Vitae. Pourquoi? Parce que, évidemment, il faut lire, il faut comprendre un peu pourquoi j'en parle. Parce qu'à un moment donné, je vais y revenir, je me suis posé la question, mais pourquoi on nous traite aujourd'hui encore, et c'est ça le message de la deuxième partie, pourquoi on nous traite encore aujourd'hui de jeune démocratie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas un discours pour nous endormir? C'est ça, c'était la grosse question pour cette partie-là. Parce que, et vous verrez d'ailleurs dans ceux qui vont lire le livre, le préambule de la loi de révision constitutionnelle de 2011, janvier 2011, à un moment donné, à la fin, ils disent, je vais vous lire, parce que c'est un peu, je ne l'ai pas en tête, je crois que c'est à la page 72, à un moment donné, le pouvoir constituant dérivé, à un moment donné, dit, clôture en disant, et tout ça juste pour justifier évidemment la révision de 2011, c'est pour consolider la jeune démocratie que nous sommes. Et j'ai l'impression que c'est un message qui passe. Et je me souviens qu'une autorité belge est passée par là, à Kinshasa, reçue au Parlement, je ne vais pas citer le nom, et je me souviens que dans son discours, pour justifier les trépatouillages électoraux de 2011, je me souviens qu'au Parlement, il dira encore une fois la même expression, jeune, vous êtes une jeune démocratie. Un peu, il voulait un peu justifier ce qui se passait dans le pays. Je me suis dit non, on ne peut pas accepter ça. Est-ce que nous sommes vraiment une jeune démocratie? Et c'est là que je me suis dit, il faut que je recule et j'aille un peu dans le passé historique dans l'historique de la Constitution, du parcours constitutionnel congolais. Mais je me rends compte d'une chose, et je m'insurge contre cette expression, la jeune démocratie. La Belgique, première constitution 1831. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la même constitution. Certes, elle a beaucoup été révisée. Mais le Congo a quand même toute une histoire, en tout cas beaucoup plus élaborée que la Belgique. Charte coloniale de 1908, mais avant ça, la loi du 1er juin 1885, les lois constitutionnelles, les lois fondamentales de 60, les deux lois fondamentales de 60, 64, constitution, 67, constitution, sans compter les décrets, lois constitutionnelles de la période de crise. Et puis on remonte à la loi constitutionnelle de 92, 93, je crois, qui révisait la Constitution pour évidemment adapter aux changements qu'il y avait eu en 90. Et puis on monte 93, acte constitutionnel, on remonte encore 2003, 2006, la dernière Constitution. Je me dis mais non, nous ne sommes pas une jeune démocratie. Mais moi je m'insurge contre ce discours-là de jeune démocratie. Nous avons une expérience. Les États-Unis, une seule constitution jusqu'aujourd'hui. Jamais révisée, toujours amendée. Parce que là-bas, on ne révise jamais les constitutions, on amende les constitutions. C'est-à-dire, on rajoute un peu comme la Convention européenne des droits de l'homme, on amende, on ne révise jamais.
Le Congo, je ne sais pas combien de textes constitutionnels. Est-ce qu'on peut encore nous appeler jeune démocratie? Je lui dis, il y a un problème. C'est un discours pour nous endormir. C'est un peu ça, le message de la deuxième partie de mon ouvrage, et je m'étale un peu sur toute une série de... Bon, je vais y revenir parce que là, je fais encore... je brosse un peu le plan de mon livre. J'y reviendrai. Alors, la troisième partie, comment je l'ai intitulée? Mécanisme de révision constitutionnelle occidentale versus mécanisme de révision constitutionnelle africain. Je compare. Pourquoi je compare les révisions, les mécanismes de révision? Parce que, tout simplement, je suis tombé sur une citation de mon professeur Delperré, et fort à propos, qui dit ceci. Voici, il parlait justement de l'article 195 de la Constitution belge qui se penche sur les mécanismes, qui consacre le mécanisme de révision de la Constitution belge. Il dit exactement ceci. Voici enfin la Constitution qui se risque à parler d'elle-même. Voici enfin la Constitution qui définit son propre statut. Voici enfin la Constitution qui dit comment est-ce qu'elle consent à être révisée. Voici comment la Constitution se protège contre les révisions intempestives. Et puis, il achève en disant, sans aucun doute, nous sommes là au cœur du système constitutionnel. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous sommes au cœur du système constitutionnel, juste un article. Il y a un problème. Mais j'ai bien compris Delperré, et il a vraiment raison. Si vous parcourez une constitution, je disais ça encore à mon président il n'y a pas longtemps, il va se souvenir du débat. Si vous parcourez une constitution, la constitution parle de tout, sauf d'elle-même. Article 1, de la forme de l'État, du gouvernement, de la présidence, du pouvoir législatif, toutes sortes de choses, des droits humains, et ainsi de suite, mais elle ne parle jamais d'elle-même, en fait. C'est ce que Delperré veut dire, en fait. Et puis, à un moment donné, un article, 2, 3 maximum, regardez dans toutes les constitutions que j'ai décortiquées, la Constitution parle d'elle, et c'est là qu'elle dit, voilà, pour réviser la Constitution, voilà les conditions, et ainsi de suite, pour abroger, pour... Donc elle parle d'elle-même, juste sur 2 articles, sur 229, par exemple, ici, dans la Constitution congolaise, il y a 229 articles, il y a 3 articles, le titre 7, je pense, il est marqué, de la révision constitutionnelle. Donc, il n'y a que 3 articles. 218, 219, 220, point à la ligne. Voilà, la Constitution parle d'elle-même que sur 3 articles. La Constitution belge, n'en parlons même pas, c'est l'article 195, c'est tout. Mais Delperré dit que c'est là le cœur du système constitutionnel. C'est là le cœur. C'est là que bat... la Constitution bat au rythme de ces articles-là qui consacrent les révisions. Pourquoi? Parce que c'est cet article-là qui peut permettre à une constitution d'être fragile ou rigide. La constitution belge, l'article 195, n'a jamais été révisé depuis 1831. Vous imaginez. Juste un changement de numérotation, article 131, et puis avec toutes les révisions qu'il y a eu, c'est passé à l'article 195 et c'est tout. Mais le contenu, la forme n'a jamais changé. Et croyez-moi, les Flamands se battent pour changer cet article-là. Ils se battent depuis longtemps. Pourquoi? Parce que c'est ça qui maintient la Belgique. Rien que cet article-là maintient la Belgique. Et si on déverrouille l'article 195, c'est fini. Pourquoi? Parce que pour réviser la constitution belge, première chose, déclaration de révision, dissolution du Parlement. Élection. De nouvelles chambres viennent pour réviser la Constitution. Il y a des majorités assez lourdes. Et c'est ce qui ennuie les Flamands, parce que vous savez que les Flamands, eux, ils veulent bousculer un peu les réformes en Belgique. Et forcément, les Wallons, eux, ils bloquent. Et c'est grâce à l'article 195, mais également aussi à un autre article, l'article 54, qui parle de la sonnette d'alarme. C'est un article que je propose aussi
dans la dernière partie que je propose aussi également, parce que en fait, toutes ces choses, tous ces mécanismes, imaginez-vous qu'ils ont été imaginés en 1931. Parce que nous, on nous endort encore en nous disant nous sommes une jeune démocratie. Quand c'est énergivore, mais il fallait que je fasse quelque chose. Et là, j'ai décidé d'écrire. Évidemment, j'ai bien choisi mon préfacier parce que c'est un juriste, et lui-même, il a été 2 fois, je le dis dans l'ouvrage, il a été lui-même 2 fois dans le pouvoir constitution congolais, dans des commissions, et j'avais bien choisi la personne pour qu'il allait mieux comprendre mon sujet en tout cas. Voilà, ça c'était la troisième partie, c'est-à-dire mécanisme de révision, je rappelle le titre, mécanisme de révision constitutionnelle occidentale versus mécanisme de révision constitutionnelle africain. Allez lire mon livre, j'ai vraiment fait appel à des schémas, j'ai évité, vous savez, les livres juridiques sont très ennuyeux, même pour nous juristes, mais je me suis dit, il faut que je schématise tout ce que je dis, c'est-à-dire que j'explique et puis j'ai énormément de schémas. Par exemple, je décortique les révisions constitutionnelles de la Belgique et je fais des schémas pour que le non-juriste ne s'ennuie pas. Et vous serez choqués quand vous comparez les mécanismes de révision constitutionnelle de chez nous, en Afrique, toute l'Afrique, et ici, bon, j'ai tiré sur le volet certains mécanismes, parce que c'est pas évident de prendre tous les pays. Quel décalage! Mais ce qui me frappe, c'est que chaque fois qu'on doit élaborer des constitutions, les experts occidentaux arrivent. Mais où sont ces experts pour nous proposer les mêmes mécanismes qui ont fait leurs preuves chez eux depuis 1831, 1800, je ne sais pas combien, mais ils sont là, on les paye des honoraires très faramineux, et puis après, nos constitutions s'avèrent toujours très, très fragiles, très faibles, on les change n'importe comment. Il n'y a aucun risque pour le député ou les constituants dérivés africains, il n'y a aucun risque. Du nord au sud, j'ai décortiqué les constitutions africaines. Dernièrement encore, mon prof Delpéré était en Tunisie pour la constitution de 2014, je pense, ou 2011, je me perds un peu, mais il était là pourtant. Et pourtant, c'est lui-même qui vante les mécanismes de constitution. Je vous ai cité ce qu'il dit, mais il est souvent appelé en Afrique pour aider. Mais comment expliquer que l'Afrique n'a jamais expérimenté c'est ça le message de mon livre, hein, finalement. Comment expliquer que l'Afrique n'a jamais expérimenté des mécanismes de révision avec dissolution de parlement? C'est trop beau que d'être parlementaire en Afrique. La vie est trop belle, c'est-à-dire ton autorité morale, comme on aime bien dire chez nous, te dit, voilà, moi j'ai besoin d'une révision constitutionnelle, mais la vie est belle. Non seulement tu as ton enveloppe, et tu es assuré de rester encore député. Vous voyez pourquoi il n'y a aucun risque? Et il s'amuse. Je sais qu'il y aura sûrement une question sur le fameux Mirindi, mais s'il s'amuse comme ça, c'est parce qu'il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque en Afrique de réviser les constitutions, il n'y a aucun risque. Et 1831, la Belgique a opté pour ça. Allez voir le mécanisme de révision danois. Il y a des dissolutions du Parlement. Allez voir, ils ont tous, à l'époque, c'était des jeunes démocraties. Donc qu'on ne nous endorme plus avec ce débat, cette appellation jeune démocratie. Ça nous endort. C'est ça un peu le message, mon message dans une partie de cet ouvrage. Et ce qui est d'autant plus choquant dans les mécanismes de révision constitutionnelle africains, c'est que non seulement ils ont tous éludé, du nord au sud, hein, je vous ai dit, de l'est à l'ouest, j'ai... Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Et comme je vous ai dit, je rappelle donc la suite du programme. Ah oui, il y a une information importante que j'ai oublié de vous donner, c'est que il a eu l'honneur d'être préfacé par le premier docteur en droit de la République démocratique du Congo, feu Étienne Tshisekedi. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.
micro. Le livre, il est. Le livre est là, on va le mouiller. Oh, il faut pas le mouiller. Non, sur. Légèrement. Légèrement, s'il vous plaît. Comment légèrement? Le mouille, sinon il n'est pas facile. Beta Prime, Moko, et puis. D'abord, toutes mes félicitations à l'auteur. Je crois que ça, c'est une grande première. C'est vraiment une œuvre qui tombe dans l'air, qui est vraiment dans l'air du temps. Parce qu'en ce moment, comme vous le savez, il y a quelques individus, au nom évidemment de l'intérêt d'un seul individu, qui sont prêts à tout chambouler, à tout écraser. Et pourtant, la Constitution, pour un pays qui se respecte, c'est ce qu'on appelle la loi fondamentale. En lingala, Mibeko Mokonzi. Donc, pour vous dire, c'est vraiment intouchable. Et je crois que ce qui se passe en réalité en Afrique, cette épidémie de violation du texte fondamental, c'est comme disait notre leader bien-aimé, l'immortel Étienne Tshisekedi, c'est sûrement et surtout dû au manque de culture politique. Je crois que en tant qu'Africains, nous devons promouvoir la culture politique et aussi, surtout, les états de droit. Il faut les instaurer. Parce que dans un état de droit, c'est la loi qui est au-dessus de tous les citoyens. Ce n'est que comme ça que la culture politique, nous allons l'avaler, elle va s'intégrer en chacun de nous et nous allons comprendre le sens du respect des principes communément adoptés. Lorsque nous avons adopté des principes, quelle que soit la situation, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ces principes doivent être respectés. Or, en Afrique, malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand une constitution est adoptée, elle l'est pour ceux qui ont chipoté à ça, ceux qui ont manipulé les circonstances. Quand il y a d'autres voyous qui viennent, et surtout avec les armes, ils balayent tout et ils remettent les compteurs à zéro en instituant un autre ordre. Et c'est ça. Ça nous arrive à cause du manque d'un état de droit, un état au-dessous duquel tous les citoyens se trouvent et doivent allégeance. Donc, c'est ça le but d'ailleurs de notre combat. Et vraiment, encore une fois, je réitère ces remerciements et ces félicitations à Maître Mbaye parce qu'il a, de manière admirable et symbolique, contribué, mais avec une avancée extraordinaire, à ce débat et à ce combat que nous menons depuis Étienne Tshisekedi et jusqu'à après lui, pour évidemment le salut du Congo, mais pas seulement du Congo, notre pays, de l'Afrique tout entière. Je baptise donc ce livre que j'espère voir figurer un jour dans nos écoles, dans nos académies, parce que comme je l'ai dit, c'est une fierté que cela vienne d'un Congolais, c'est une fierté pour notre parti, UDPS, et c'est une fierté pour l'Afrique, parce qu'enfin en Afrique, il y a des débats de fond, des débats que nous pouvons tenir avec les Occidentaux qui sont très bien avancés sur le sujet. Et voilà, nous essayons un peu d'équilibrer et de rattraper notre retard. Félicitations encore à l'auteur et que Dieu bénisse cette œuvre et qu'il en fasse vraiment un ciment, un socle sur lequel nous bâtirons l'état de droit pour lequel nous nous battons et que beaucoup d'entre nous ont payé de leur vie. Amen. Voilà. Au nom du Père. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.